Bienvenue pour le nouveau thème de l'accès à l'eau. L'eau sur Terre, l'eau est après l'air, l'élément le plus répandu sur notre planète. Elle recouvre 70% de la superficie de la Terre. C'est pour cette raison que la Terre est surnommée la planète bleue. Pourtant, bien qu'elle existe en une telle quantité, elle est en fait limitée. Voici un schéma qui montre que sur 100% d'eau sur Terre, seuls 3% représentent l'eau douce. Sur ces 3% d'eau douce, il y a 77% de glaciers que nous ne pouvons pas utiliser et 22% d'eau dans le sol. Il y a seulement 1% d'eau douce disponible dans les lacs, les rivières, dans l'atmosphère, sans oublier que 22% que nous pouvons aller chercher dans le sol. Une personne peut mourir si elle consomme une grande quantité d'eau de mer. Celle-ci accélère la déshydratation. L'eau de source qui représente donc 2,5% de l'eau sur Terre est ce qui est nécessaire à tous les êtres vivants. L'eau dans tous ses états. Lorsqu'on nous parlons d'eau, on imagine spontanément l'eau à l'état liquide, telle qu'on la retrouve dans les mers, les rivières ou coulant d'un robinet. Mais elle peut en réalité apparaître sous 3 formes. L'eau à l'état liquide, solide et gazeuse. Fun fact. Depuis que la Terre s'est formée, la quantité d'eau reste constante. L'eau qui sert, aujourd'hui, à cuire nos pâtes est la même que celle qui permettait aux dinosaures de s'abreuver. Elle se renouvelle grâce au cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, également connu sous le nom de cycle hydrologique, décrit le mouvement continu de l'eau sur, au-dessus et sous la surface de la Terre. Il comprend plusieurs étapes principales. 1. Évaporation. L'eau des océans, des lacs, des rivières et des sols s'évapore sous l'effet de la chaleur solaire pour former de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. L'évaporation se produit également à partir des feuilles des plantes, phénomène appelé évapotranspiration. 2. Condensation. La vapeur d'eau se refroidit dans l'atmosphère et se condense en de minuscules gouttelettes pour former des nuages. 3. Précipitation. Lorsque les gouttelettes d'eau dans les nuages deviennent suffisamment grosses, elles tombent au sol sous forme de précipitation, comme la pluie, la neige, la grêle ou la bruine. 4. Ruissellement et infiltration. L'eau de pluie qui atteint le sol peut s'écouler sur la surface, formant des ruisseaux, des rivières et finalement des fleuves, qui retournent à l'océan. Une partie de l'eau de pluie s'infiltre également dans le sol, devenant de l'eau souterraine. 5. Ruissellement de surface. L'eau qui ne s'infiltre pas immédiatement dans le sol peut former des ruisseaux et des rivières qui se déversent dans les océans, les lacs ou les réservoirs. 6. Transpiration et évapotranspiration. Les plantes absorbent de l'eau par leurs racines et la libèrent dans l'air par un processus appelé transpiration. Lorsque l'eau s'évapore directement des feuilles des plantes, on parle d'évapotranspiration. Le cycle de l'eau est un processus continu et dynamique qui redistribue l'eau sur la planète, soutenant la vie sur Terre et jouant un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. L'accès à l'eau dans le monde. Si vous observez ces 3 cartes de la disponibilité d'eau douce sur Terre, des précipitations et des populations ayant accès à l'eau potable, vous trouverez énormément de paradoxes. Certains pays n'ont pas d'eau douce et de précipitations mais ont accès à l'eau potable, contrairement à d'autres pays qui ont de l'eau douce et des précipitations mais qui n'ont pas accès à l'eau potable. Document 1. Le continent africain. Le manque d'eau en Afrique est un problème complexe résultant de plusieurs facteurs. La variabilité des précipitations, avec des périodes de sécheresse et d'inondation, rend la gestion de l'eau difficile. De plus, les investissements insuffisants dans les infrastructures et les services d'eau limitent l'accès à l'eau potable pour une grande partie de la population. Ces défis exacerbent la pénurie d'eau et compromettent la santé et le bien-être des gens en Afrique. Document 2. Au Mexique, environ 12 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, avec des défis majeurs à Mexico où 35% de la population urbaine ne bénéficie pas du réseau d'eau et 1,3 million n'a aucune source d'eau potable. Malgré l'existence d'un réseau d'eau, celui-ci est vétuste, mal entretenu et perd environ 40% de l'eau en raison de fuites. De plus, les fuites dans le réseau des eaux usées contaminent l'eau potable. La situation nécessite des mesures d'urgence, telles que la distribution quotidienne d'eau par camion-citerne dans certains districts. Ces défis structurels compromettent la santé et la qualité de vie des habitants, soulignant le besoin d'investissements importants dans les infrastructures d'eau et d'assainissement. Document 3. En Arabie Saoudite, les réserves souterraines d'eau diminuent rapidement, principalement en raison de l'extraction intensive des nappes aquifères fossiles. Selon les estimations, ces ressources pourraient être épuisées dans les 25 prochaines années. Pour répondre à cette crise, le pays prévoit d'investir 50 milliards d'euros dans le secteur de l'eau au cours des 5 prochaines années, avec la participation du secteur privé, afin de faire face à la demande croissante en eau dans un environnement climatique aride. Document 4. La Chine, malgré sa vaste superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés,
fait face à des défis majeurs en matière de disponibilité d'eau en raison de sa population considérable, estimée à environ 1,3 milliard d'habitants. Bien que le pays dispose de ressources en eau abondantes en volume absolu, leur répartition inégale dans l'espace et le temps, par rapport à la population et aux terres cultivées, crée des obstacles significatifs pour le développement durable. Zoom d'Égypte. L'Éthiopie construit actuellement le grand barrage de la Renaissance, destiné à devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Ce barrage, situé sur l'affluent du Nil Bleu, suscite des tensions entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. L'Égypte, qui dépend du Nil pour 85% de son eau, craint que le barrage ne réduise le débit du fleuve, affectant ainsi son approvisionnement en eau, la production d'électricité et l'agriculture. Pour l'Éthiopie, la construction de ce barrage est cruciale pour répondre à la grave pénurie d'électricité dans le pays, permettant de connecter sa population au réseau électrique et de vendre le surplus d'électricité aux pays voisins. Ces derniers, dont le Soudan, le Sud-Soudan, le Kenya, Djibouti et l'Érythrée, bénéficieraient également de l'électricité produite. Certains voient également dans le barrage un moyen de réguler le débit du Nil, offrant ainsi des avantages comme la prévention des inondations saisonnières. Cependant, les tensions persistantes entre les pays riverains du Nil pourraient conduire à un conflit si le différend n'est pas résolu par des négociations internationales. La barrage de la Renaissance est située sur l'affluent du Nil Bleu, dans les hautes terres du nord de l'Éthiopie, d'où proviennent 85% des eaux du Nil. Son rôle principal est de servir de centrale hydroélectrique, visant à répondre à la grave pénurie d'électricité en Éthiopie. L'énergie produite devrait permettre de connecter la population au réseau électrique et de vendre le surplus d'électricité aux pays voisins. La source du conflit réside dans les inquiétudes de l'Égypte, qui dépend du Nil pour 85% de son eau, et craint que le barrage ne réduise le débit du fleuve. Cela pourrait avoir un impact négatif sur l'approvisionnement en eau, la production d'électricité et l'agriculture en Égypte. L'Éthiopie est confrontée à une grave pénurie d'électricité, avec environ 65% de sa population non connectée au réseau électrique. Le barrage de la Renaissance est considéré comme une solution cruciale à cette crise énergétique. Les pays voisins, tels que le Soudan, le Sud-Soudan, le Kenya, Djibouti et l'Érythrée, pourraient bénéficier de l'électricité produite par le barrage, ce qui contribuerait à combler leurs déficits énergétiques respectifs. Le climat en Égypte. Deux types de climat prédominent, le climat méditerranéen sur la côte nord et le climat désertique dans les régions centrales et méridionales. Le climat méditerranéen se caractérise par un ensoleillement abondant, des vents forts, des étés chauds et secs, et des hivers doux et humides. Les saisons intermédiaires, comme le printemps et l'automne, sont les plus pluvieuses, avec des précipitations sous forme d'orages. Cependant, le nombre de jours de pluie par an est généralement inférieur à 100, mais de fortes précipitations peuvent se produire en peu de temps, surtout près des reliefs. En revanche, le climat désertique est caractérisé par une sécheresse permanente tout au long de l'année. Les précipitations sont rares et très irrégulières, souvent absentes pendant des années. Les rosées matinales sont souvent la seule source d'eau en surface pour les êtres vivants. L'évaporation est plus importante que les précipitations, et les températures diurnes et nocturnes varient considérablement, avec une végétation et une faune rares. En conséquence, les régions désertiques sont peu peuplées en raison du manque d'eau permanent, ce qui limite le développement de la vie animale et végétale.